Chers amis, bonjour. Dans la petite ville de Bourg-la-Reine, actuel département des Hauts-de-Seine, où il habitait depuis 2 mois, l'effervescence est à son comble. Et Charles Péguy, fort guilleret, s'amuse beaucoup et se réjouit de voir, place de la Gare, des femmes et les enfants agiter de petits drapeaux tricolores. On attend en effet l'arrivée du président de la République, M. Raymond Poincaré, venu en personne inaugurer la statue en bronze, grandeur nature, du poète, romancier et auteur dramatique André Theuriet, mort à Bourg-la-Reine le 23 avril 1907. Cette statue, réalisée par Charles Théodore Perron, sculpteur demeurant à Bourg-la-Reine, représente le poète assis dans un fauteuil légèrement penché sur le côté. Monsieur Ledoux, maire de Bourg-la-Reine, rendit un vibrant hommage à ce poète attachant qui chanta les terroirs avec tant de lyrisme et possédait une étonnante facilité à communier avec tous les pays où le menaient ses pas, tout en ne semblant jamais se fixer nulle part. Le président de la République prononça ensuite quelques mots et évoqua cet amour de la terre française de l'auteur du recueil Le Chemin des Bois, poèmes et poésies, couronné par l'Académie française, prétexte surtout à exalter, en ces temps de tension internationale, notre patriotisme. Nous sommes en effet en novembre 1913 et on parle de plus en plus ouvertement de guerre entre les nations du vieux continent européen. Après la cérémonie, Charles Péguy se risque à lui demander son sentiment. Le président élut de la question, mais il semble serein et envisage l'avenir avec une confiance tranquille. Il faut bien dire qu'en France, c'est alors le temps de la somnolence, pour reprendre l'expression du général Joffre. Et force est de constater la formidable apathie du pays qui se laisse vivre dans la plus parfaite inconscience des dangers qui le guettent, et croit pouvoir improviser toujours sa défense au dernier moment, même si, de l'autre côté de la frontière, l'Allemagne de Kaiser élabore des plans de guerre et ne s'en cache nullement. Le plan allemand, par la violation des neutralités luxembourgeoises et belges, est connu de tous. Charles Péguy est un romancier et un poète de renom, dont l'œuvre multiple comprend des pièces de théâtre en vers libre, comme le Porche du mystère de la deuxième vertu, et des recueils poétiques en vers réguliers, parmi lesquels La tapisserie de Notre-Dame, 1913, d'inspiration mystique, évoquant notamment Jeanne d'Arc, un personnage historique auquel il est profondément attaché. Mais Charles Péguy, c'est aussi un intellectuel engagé, et même très engagé. Après avoir été militant socialiste, anticlérical, puis dreyfusard au cours de ses études, il se sent proche du catholicisme à partir de 1908 et d'un certain conservatisme. Et il est aussi connu pour des essais où il exprime ses préoccupations sociales, comme L'argent, qui vient tout juste d'être publié et fait déjà grand bruit. Très longtemps, le militant socialiste soutient Jean Jaurès, avant qu'il n'en vienne à le dénoncer avec une violence inouïe dans le Petit Journal daté du 22 juin 1913 comme traître à la nation et au socialisme. Ces propos, selon ses amis,
dépassèrent certainement sa pensée. Mais il est évident qu'en 1913, il se fait une certaine idée de la France, pour reprendre la formule célèbre, et aussi une certaine idée de la République qui l'éloigne de Jaurès. Pour lui, la République est monarchique, le nationalisme est philo-judaïque, et la race française relève d'une correspondance entre un peuple et une terre irriguée par des siècles de christianisme. Mais le christianisme de Péguy est païen, au sens de paganus, paysan. C'est à cette vision de la nation qu'adhéreront plus tard Bernanos et de Gaulle. Péguy est par ailleurs un farouche opposant de l'universalisme alors très en vogue. « Je ne veux pas que l'autre soit le même, dit-il. Je veux que l'autre soit autre. » Moins de 9 mois après son inauguration, Péguy repassa sous la statue de Theuriet, et il s'y arrêta quelques secondes. Les enfants, sur la place, jouaient au cerf-volant, en riant. Mais lui semblait bien moins enjoué, et dans son regard, derrière ses lorgnons, perçait même une certaine gravité. Il tenait entre ses mains, sous une grande enveloppe, en tête de la République, son livret militaire qui fixait au 4 août la date de son départ pour la guerre. Une guerre qui lui tombait dessus, telle une chape de plomb, mais une guerre qui, il le croyait dur comme fer, devait être la dernière. « Je pars soldat de la République pour le désarmement général et la dernière des guerres, déclara-t-il même avec solennité. Qui pouvait alors imaginer, en effet, que cette guerre, qui débutait en plein cœur de l'été 1914, devait durer 4 longues années, n'épargnait aucun pays de la vieille Europe et causait plus de 8 700 000 victimes, et qu'elle ne serait pas, hélas, la dernière. Le grand poète avait alors tout juste 41 ans. Il était né à Orléans en 1873, dans une famille modeste. Sa mère, Cécile Quéré, était rempailleuse de chaises, et son père, Désiré Péguy, menuisier. Au lycée Pontier, quoique bon élève, il se fait remarquer par son caractère difficile. En avril 1889, le proviseur du lycée écrit sur son bulletin: « Toujours très bon écolier, mais j'en reviens à mon conseil du dernier trimestre. Gardons-nous du scepticisme et de la fronde et restons simples. J'ajouterai qu'un écolier comme Péguy ne doit jamais s'oublier ni donner l'exemple de l'irrévérence envers ses maîtres. » Il obtient finalement son baccalauréat le 21 juillet 1891. Demi-boursier d'État, il préparera ensuite le concours d'entrée à l'école normale supérieure au lycée Lacanal à Sceaux, puis à Sainte-Barbe, et il fréquentera alors très assidûment la chapelle du lycée Lacanal. D'après son condisciple Albert Mathiez, c'est un peu à la fin de cette période qu'il deviendra un anticlérical convaincu et pratiquant. Il intégrera l'école normale supérieure de Paris en juillet 1894, après avoir fait entre-temps son service militaire au 131e régiment d'infanterie. À Normal Sup, il est l'élève de Bergson et de Romain Rolland, qui vont avoir une influence considérable sur lui. Plus tard, il évoquera souvent,
avec émotion cette distribution des prix du concours général le 30 juillet 1895 dans le grand amphithéâtre de l'illustre Sorbonne. Bergson y prononça un discours dont son élève retiendra par cœur plusieurs passages, dont celui-ci. Beaucoup d'entre nous voyagent à travers l'existence, les yeux fixés sur des formules qu'ils lisent dans une espèce de guide intérieur, négligeant de regarder la vie pour se régler simplement sur ce qu'on en dit, et pensant d'ordinaire à des mots plutôt qu'à des choses. Péguy s'efforcera toujours de se défier des formules toutes faites, de ce que on lit ou de ce que l'on dit, et il observera le monde dans toute sa beauté et dans toute sa laideur, en tirant des conclusions personnelles. Bergson, ce jour-là, s'étonnera du grand retentissement de son discours. L'année suivante, le grand philosophe et romancier, futur prix Nobel de littérature, en 1927, publiera ce qui est peut-être pour moi son ouvrage majeur, Matière et mémoire, dans lequel il analyse les fonctions du cerveau et les relations entre le corps et l'esprit, un ouvrage qui marqua fortement Péguy. Quant à Romain Rolland, lorsqu'il enseignait à Normal Sup, il n'était pas encore bien évidemment la grande figure du mouvement pacifiste international qu'il deviendra plus tard. De même qu'il sera dans les années 20 un membre éminent de la Troisième Internationale qui regroupera les partis communistes en rupture avec les partis socialistes de la Deuxième Internationale. Mais déjà, à cette époque, Péguy allait être fasciné par l'idéal humaniste de son professeur et sa quête d'un monde non violent, et rapidement, une grande complicité va naître entre le maître et l'élève. Et lorsque Péguy fondera les Cahiers de la Quinzaine, dont le siège était au 8 rue de la Sorbonne à Paris, c'est tout simplement et tout naturellement que Romain Rolland rejoindra les auteurs qui y participeront. C'est dans cette revue, dont l'équilibre financier fut toujours précaire, n'atteignant jamais plus de 1200 abonnés au maximum, dont Zola, Alfred Dreyfus ou Léon Blum, que paraîtront en feuilleton La vie de Beethoven, en 1903, et surtout Jean-Christophe de Romain Rolland, 1904-1912. Parmi les autres collaborateurs des Cahiers de la Quinzaine, on notera en particulier André Suarez, Daniel Halévy, Julien Benda, Jacques Maritain ou Anatole France. En 1907, Le Rouet d'Ivoire, un roman d'Émile Moselly, publié par les Cahiers, obtient le prix Goncourt. Mais c'est surtout dans les Cahiers que paraîtront l'essentiel des œuvres de son fondateur, Charles Péguy. La poésie de Péguy n'est pas sans rappeler celle de Claudel, à cause surtout de l'inspiration à la fois catholique et terrestre. Le poète y chante les humbles et les simples, les paysans et les ouvriers, les femmes et les enfants. Sa poésie est ample et un souffle puissant la porte. La langue est musicale et colorée, le rythme incantatoire, et on retrouve dans ses principaux recueils ses thèmes et ses symboles favoris, comme le souvenir des ancêtres qui se mêle à la peine des hommes, mais aussi à la richesse de la terre. Parmi les collaborateurs les plus zélés de Péguy au Cahier, je voudrais revenir quelques instants sur Jacques Maritain.
de 9 ans plus jeune que Charles Péguy, qui fait sa connaissance en 1901, alors qu'il n'a que 18 ans et étudie la philosophie. Ils ont de nombreux points communs et le courant passe aussitôt entre eux. Jacques Maritain, fils de Geneviève Favre et petit-fils de Jules Favre, l'un des fondateurs de la Troisième République, est un socialiste fougueux, anarchiste et disciple de Tolstoï, plus à gauche que Péguy, et continuant d'admirer Jaurès, alors même que celui-ci s'en est déjà détaché, dénonçant chez lui la politique qui dévoie la mystique, celle du dreyfusisme, et son besoin d'unité à tout prix. Progressivement, Maritain va devenir le rouage essentiel de la petite équipe, la pièce essentielle, et il en sera même considéré par Péguy comme son coadjuteur et même son successeur désigné à la direction des cahiers. Il lit des manuscrits, corrige les épreuves et va même jusqu'à prêter de l'argent pour renflouer les caisses souvent vides. Ce qui les rapproche aussi, c'est le fait que, sans se concerter, Péguy et Maritain vivront à peu près aux mêmes dates une même conversion au catholicisme. D'origine protestante, Maritain épouse, malgré certaines réticences de sa mère, levée pour partie par Péguy, Raïssa Oumansov, jeune juive russe née en 1883, et donc il l'épouse le 26 novembre 1904. Ensemble, le 11 juin 1906, en secret, ils seront baptisés avec comme parrain et guide spirituel Léon Bloy, que Péguy n'aimait pas beaucoup en raison de son anti-républicanisme et de son anti-dreyfusisme. Quant à lui, Péguy, également en secret, sans en parler à ses proches, il retrouve la foi catholique qu'il avait perdue à Normal Sup. Le 5 mars 1907, il s'en ouvre à Maritain, qui note dans son journal « Il a fait le même chemin que nous ». Et en 1908, il confie à Joseph Lotte « Je ne t'ai pas tout dit, j'ai retrouvé la foi, je suis catholique ». Mais c'est une foi bien singulière qui, en son temps, se conjuguait difficilement avec des convictions politiques de gauche. Et ce fut là tout le problème de Péguy. Catholique et socialiste, il ne sera accepté ni par les uns ni par les autres, d'où son attitude solitaire et ce profond malaise qu'il ressentira. Péguy eut pour Maritain une de ces amitiés profondes et généreuses qui lui faisaient tout accorder à l'homme qu'il aimait, quitte, au lendemain de leur brouille, à tout lui refuser. Car le moins que l'on puisse dire est que cette amitié fut souvent mise à l'épreuve. On peut même parler de divergence d'amitié, qui, au fur et à mesure que les deux hommes étaient plus proches, mettait en évidence deux conceptions d'appartenance à l'Église. L'une, celle de Péguy, par la grâce, l'autre, celle de Maritain, par les seuls sacrements. On en arriva ainsi, progressivement, à une rupture. Rupture de caractère, de tempérament, mais surtout de deux fidélités chrétiennes qui ne portaient pourtant à l'origine que sur des questions personnelles. Mariage religieux et baptême de la famille de Péguy.
ce sont en définitive deux conceptions résolument antagonistes du christianisme qui se révélèrent au grand jour, notamment au moment de la publication du Mystère de Jeanne d'Arc au printemps 1910. L'anticléricalisme de Péguy, clairement affiché à partir de 1909, même s'il est avant tout théologique, ne pourra qu'irriter de plus en plus Jacques Maritain. Finalement, Péguy, comme je le disais précédemment, restera un incompris. Incompris par les catholiques, à cause de ses opinions socialistes, mais surtout de sa vision particulière de la religion, incompris par ses camarades socialistes, à cause de sa foi. Il ne faut pas oublier que durant ces années qui suivirent la séparation de l'Église et de l'État, en 1905, il n'était pas évident de se réclamer de la République laïque et dans le même temps de manifester ouvertement sa foi dans des envolées lyriques et mystiques. Maritain réussira ce tour de force. Il restera toujours ancré profondément à gauche, tout en restant un modèle de fidélité envers l'Église. Quant à Péguy, à partir de 1910, il se radicalise et s'en prend de plus en plus violemment à ce qu'il appelle une sclérose scolastique et une certaine déviance cléricale qui, toutes les deux, donnent naissance à l'ecclésiocentrisme, d'où ses réactions virulentes contre les curés. Ce qu'il y a d'embêtant, écrit-il, c'est qu'il faut se méfier des curés. Ils n'ont pas la foi, ou si peu. La foi, c'est chez les laïcs qu'elle se trouve encore. Ils sont d'ailleurs très forts, les bougres. Comme ils ont l'administration des sacrements, ils laissent croire qu'il n'y a que les sacrements. Ils oublient de dire qu'il y a la prière, et que la prière est au moins de moitié. Les sacrements, la prière, ça fait deux. Ils tiennent les uns, mais nous disposons toujours des autres. Songe donc à ce que c'est qu'un signe de croix. Quelle communion avec Jésus! Mais retrouvons à présent Péguy, passant sous la statue de Theuriet, avec entre ses mains son livret militaire dans la grande enveloppe de la République. Nous étions le 31 juillet 1914. Il ne lui restait alors que 3 jours avant de quitter sa petite maison de Bourg-la-Reine, où il s'était installé en octobre 1913 avec son épouse et ses enfants, Marcel, né en 1900, Germaine, née en 1901, et Pierre, né en 1903, et où il venait de terminer Ève, et de rédiger la note sur Bergson et la philosophie bergsonienne, et la note conjointe sur Descartes et la philosophie cartésienne. C'est en octobre 1867 qu'il avait épousé civilement Charlotte Françoise Baudouin, sœur de Marcel Baudouin, un de ses proches amis décédé 3 mois plus tôt. La famille de Charlotte était socialiste, de tendance anarchiste, et notoirement anticléricale. Sa mère, une forte femme, veuve à 24 ans, avait été l'une des meilleures amies de Louise Michel, la Vierge rouge de la Commune de Paris. Ainsi, par choix, ni Charlotte, ni les 3 enfants du couple ne furent baptisés à leur naissance. Il faut savoir que le mariage de Péguy traverse, durant la période 1907-1914, de grandes turbulences. D'une part, la relation matrimoniale est pour le moins difficile.
Charlotte, décrite par son époux comme une puritaine sans Dieu, est très souvent odieuse, et on peut même dire qu'elle méprise son mari. C'est une femme impulsive, emportée, voire tyrannique. Ses colères sont nombreuses et inconsidérées. Chez moi, c'est la guerre, confesse Peggy. Et la présence continuelle, sous le même toit, du beau-frère de Peggy et de la mère de Charlotte, qui considère son gendre comme un névropathe, au cerveau dérangé, empêche tout dialogue un peu intime. Son isolement à son foyer est extrême. Au foyer, écrit-il à Jeanne Maritain, sœur aînée de Jacques Maritain, et confidente de sa situation matrimoniale, je suis seule entre mes os pariétaux et mon frontal. D'autre part, Peggy vivra, à partir de 1906, un adultère cérébral, selon la très juste expression de son ami Lucas de Peslouan. Un adultère cérébral avec Blanche Raphaël, qu'il connaît depuis 1902. Cet agrégé d'anglais est de 5 ans plus jeune que lui. Maritain, à l'époque, ne sut rien de cet amour violent, grave et profond qui va provoquer chez Peggy un dérèglement du cœur et fera naître de nombreux textes, dont en particulier les Ballades du cœur, restées inédites à sa mort. Mais Peggy va souffrir et résister, comme dans Polyeucte, le chef-d'œuvre à ses yeux de la littérature française. Il parlera ainsi de lui en juin 1912 dans un texte posthume. C'est un pauvre homme, bourrelé de scrupules, assailli, envahi, bourrelé de remords, pour des crimes qu'il n'a point commis, qu'il ne commettra jamais, que 1000 autres, que tout le monde autres commettront. Il sent obscurément, très profondément, qu'il est réellement responsable, puisqu'il est père de famille. C'est un des plus beaux cas qu'il y ait de responsabilité sans faute, de culpabilité sans faute. Blanche épousera en juillet 1910 Marcel Bernard, un admirateur de Peggy, et aura en septembre 1911 une fille, Henriette, que Peggy aimera autant que si elle était sa propre fille. Mais, malgré cela, il continuera de la voir constamment, comme avant. Et pendant les 5 dernières années de sa vie, il va se débattre avec cet amour impossible, perpétuellement caressé, refusé, indompté, renoncé. Hans Urs von Balthasar, le grand théologien suisse, indique que le grand besoin de pureté de Peggy le préservera de toute ambiguïté avec une fidélité déchirante au mariage indissoluble, sans aucune transfiguration. Pour n'avoir pas à se renier, Peggy reste fidèle à son engagement premier vis-à-vis de Charlotte. Sa parole fut engagée, elle fut respectée, quoi qu'il lui en coûtât. Cette fidélité au mariage, alors même que son amour déchirant et solitaire pour Blanche aurait pu l'inciter au divorce, cette passion chaste qui l'entraîna dans des phases de dépression furent pour Peggy, ainsi qu'il l'indique dans sa prière de résidence à la Vierge de Chartres, son axe de détresse, son centre de misère. Charles Peggy prépare à présent lui-même sa petite valise contenant le strict nécessaire. Ah, certes, il aurait pu rester auprès de sa famille avant son départ, mais il n'en fit rien. « Il faut que je voie les amis, » dit-il tout simplement à sa femme, et il la pria de ne pas s'étonner s'il passait à Paris, loin d'elle et des enfants, les heures qui lui étaient laissées.
les amis ont toujours beaucoup compté pour lui, et c'était donc un devoir impérieux que d'aller leur faire ses adieux et de revoir aussi ceux qui l'avaient blessé. Mais madame Peggy, pourtant si encline à s'emporter, ne protesta nullement, mais elle posa une question. Elle était enceinte. Un enfant allait naître bientôt. Que devrait-elle faire? Elle faisait allusion surtout au baptême, qui les divisait. Elle reçut une courte réponse lapidaire. « Vous y penserez. » Peggy, comme il le fit toute sa vie, n'entendait rien imposer jusqu'au dernier moment. Ne rien imposer, ne rien demander, telle pouvait être sa devise. À Paris, en cette fin d'après-midi, Peggy découvre une ville paisible. Au pied de l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées descendaient en pente douce dans un halo de poussière ensoleillée qui se perdait dans la bruine des fontaines entourant un obélisque immatériel. Le flot de la vie estivale allait et venait à son rythme ordinaire, sous les arbres des grandes avenues en étoiles. La capitale, si faite pour la paix, les arts et toutes les grâces de la civilisation, semblait reposer le long des rives de son fleuve, telle une princesse de conte, veillée par son géant attentif, la tour Eiffel. Le lendemain matin, il s'étonna de voir les Parisiens s'affairer aux tâches quotidiennes, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Paris se consacrait en toute quiétude à sa besogne estivale, qui était de nourrir, de vêtir et de distraire la grande armée des touristes, seule invasion que la ville eût connue en près d'un demi-siècle. Cependant, personne n'ignorait que d'autres activités s'organisaient avec fébrilité au même moment. Le pays, qui semblait encore poursuivre sa routine habituelle, était en réalité traversé de courants de préparatifs invisibles et silencieux. On les sentait dans le calme de l'air, comme on sent l'orage dans la douceur embaumée d'une belle journée d'été. L'atmosphère, au fil des heures, devenait insensiblement plus lourde, lourde de rumeurs. On achetait les journaux avec anxiété. Les journaux qui n'annonçaient pourtant rien d'autre que ce que l'on savait déjà dans tout le pays. La guerre, nous n'en voulions pas, mais il faut que cela finisse. C'était la seule phrase que l'on entendait partout. Rue Royale, à l'angle de la place de la Concorde, une poignée de gens étaient attroupés devant un morceau de papier blanc affiché sur les murs du ministère de la Marine où se détachaient les mots terrifiants. Mobilisation générale. Pourtant, les badauds, regroupés autour de l'affichette, restaient calmes et faisaient preuve d'un sang-froid remarquable. Ni vivat, ni gesticulation. L'événement était trop grave pour donner lieu au moindre spectacle qui se serait avéré indécent. La guerre venait de s'abattre comme un torrent de boue sur un pays qui vivait sur ses certitudes, endormi par les propos lénifiants de ses dirigeants. Elle allait bientôt renverser ses habitudes, anéantir son industrie, séparer les familles, enfin ensevelir sous un tombereau de ruines insensées les rouages si patiemment, si péniblement élaborés de toute une civilisation. Peggy ressentait inconsciemment dans son cœur et dans son corps, presque viscéralement, l'ampleur du bouleversement qui était en train de se produire.
il lui fallait, pour le digérer, s'ouvrir sur les autres, relativiser les petits problèmes de tous les jours et partager son amour de l'humanité. C'est dans cet état d'esprit que se trouvait Peggy à quelques heures de son départ pour la guerre. C'est un grand cœur fraternel qui allait bientôt se jeter dans les bras de ceux qu'il aimait et renouer avec ceux que ses opinions politiques tranchées avaient éloignés. Mais beaucoup de portes sont alors closes, car ce sont les vacances. Parmi ceux qui sont là, il retrouve un de ses meilleurs amis, Charles Lucas de Peslouon, avec lequel il s'était séparé depuis quelques mois. Les larmes aux yeux, les deux hommes se retrouvent et s'embrassent avec tendresse. Peggy est très ému. Il mesure l'importance du moment. Il dit adieu à tous, aux commerçants qu'il connaissait, aux concierges depuis longtemps accoutumés à le voir passer devant leur porte. L'une d'elles ayant serré sa main et croisé son regard. « S'il en vient, celui-là » murmura-t-elle en le suivant des yeux. Il alla saluer Blanche et Marcel Bernard et embrasser Henriette, leur fille, dont nous avons dit qu'il l'aimait comme sa propre fille. Puis il décida de passer sa dernière nuit de civil dans l'appartement de son amie, Madame Favre, la fille du républicain de 1848. Mais il ne dormit guère, et sur le coup de 6 heures du matin, il entra dans la chambre de Madame Favre pour un peu causer, lui dit-il. Elle remarqua aussitôt ses pieds nus. Il s'en expliqua ainsi. « C'est qu'il faut leur donner de l'air. Ils vont avoir beaucoup à travailler. » Chez Madame Favre, il reçut la visite d'une jeune femme qu'il avait tendrement aimée et lui dit adieu. Elle était juive et lui demanda d'aller chaque année à Chartres en souvenir de lui, comme s'il ne devait plus revenir. Ce qu'elle promit en sanglotant. Mais lui n'était pas triste, bien au contraire. Madame Favre voulut lui mettre dans les bras un panier de provisions. « Non pas, dit-il, mes hommes me nourriront, ils seraient trop déçus de n'avoir pas à se priver pour moi. » À la gravité du début, lorsqu'il reçut son livret militaire, avait fait place un enthousiasme et une confiance étonnante. Ainsi professait-il à présent cette espérance humaine tant chérie par ce peuple français dans la masse duquel il allait disparaître. La croyance et la décision lui étaient aussi naturelles qu'à d'autres la délibération et le doute. Mais le voici à présent rue Royale. En quelques minutes, celle-ci fut envahie d'une marée humaine, comme si une digue venait brutalement de céder, une marée humaine se laissant emporter vers les différentes gares. Tous ces gens allaient à pied, leurs bagages à la main, car depuis l'aube, les fiacres, les taxis et les omnibus avaient disparu, pris dans les raies du ministère de la guerre et de ses réquisitions. Les mobilisables, comme on les appelait, se rendaient à la gare, en compagnie de leurs familles et de leurs amis. Parmi eux se trouvaient pourtant quelques petits groupes de touristes effarés, haletant sous le poids de leurs valises et de leurs paquets, les yeux rivés sur des malles qu'on poussait en chariot devant eux. Ah, pauvre air, happé par les courants contraires d'un effroyable maelstrom. Peggy se laissa porter lui aussi par ce torrent d'où jaillissaient des exclamations de joie. Puis les gens commencèrent à entonner la Marseillaise, puis le chant du départ. Un esprit bon enfant régnait sur tout cela. Le long de la rue Royale, de la Concorde à la Madeleine, des orchestres formaient leurs propres attroupements,
et des refrains martiaux s'égrenaient le long des grandes artères de la capitale. Il se dégageait de tout ce désordre apparent une impression d'énergie joyeuse. Les visages étaient quelquefois graves, jamais tristes. Aucun d'entre eux n'avait l'air hagard d'agneau qu'on mène à l'abattoir. Ces hommes, souvent très jeunes, semblaient tous mesurer la tâche qu'ils avaient à accomplir et en savoir la raison. Les plus jeunes paraissaient avoir grandi d'un coup, comme si quelques heures leur avaient suffi pour devenir des hommes responsables. Chacun savait son rôle et l'acceptait. Peggy, lui aussi, sait son rôle et l'accepte avec enthousiasme. Un train bondé de fleurs m'a amené mardi à Coulommiers, écrit-il aux siens. J'étais le seul officier pour conduire 3000 Parisiens. Comme tout semble simple. Comme tout est simple, en définitive, dans cette nouvelle vie où il entre. Comme tout est simple, et presque enfantin. Plus de problèmes, et disons même, plus de combats. Peggy ne parle. Il ne parlera plus que de paix, alors que commence la plus effroyable des guerres. C'est l'un des paradoxes les plus surprenants de ce mois d'août 1914. Dans ses étonnants carnets de guerre, Louis Barthas, tonnelier de son état, écrit à ce propos. On vit des choses extraordinaires. Des frères irréconciliables se réconcilièrent. Des belles-mères, avec leurs gendres ou belles-filles, qui la veille se seraient giflées ou arraché les cheveux, échangèrent le baiser de paix. Des voisins qui ne voisinaient plus reprirent les plus amicales relations. Il n'y eut plus d'adversaires politiques. Insultes, injures, haine, tout fut oublié. Le premier effet de cette guerre était d'accomplir un miracle, celui de la paix, de la concorde, de la réconciliation entre des gens qui s'exécraient. Vivez dans la paix comme nous, écrit encore Peggy à sa femme. Ma compagnie est un immense ménage. Et à Madame Favre, mon enfant, je voudrais que vous eussiez un peu de cette grande paix que nous avons ici. Je commande une compagnie de 150 hommes, un bon tiers parisien, les autres gars de Seine-et-Marne, de votre Crécy et de votre Gâtinais, c'est-à-dire les deux catégories d'êtres que vous aimez le plus. Peggy intégra la 19e compagnie du 276e d'infanterie. Il a du mal à contenir sa joie. Il est pourtant désormais encadré, numéroté, entre dans un système contraignant, lui qui était jusqu'alors rebelle à toute autorité. Et il est heureux, et porte au bras fièrement, comme le chien porte au cou, son nom sur une plaque. Et le vieux loup est content de la transformation. Car en quelques jours, il a changé considérablement. Porté par le souffle patriotique, comme beaucoup de conscrits, il n'est plus le même et semble avoir trouvé dans la chaude ambiance de sa compagnie ce qu'il n'avait jamais trouvé dans son foyer familial. Le 9 août, le 276e quitte Coulommiers par chemin de fer et arrive à Saint-Mihiel. Il prend ensuite la route et entra dans les Hauts-de-Meuse, traversant de nombreux villages que la guerre bientôt allait faire sortir de l'anonymat. Spa, Thiaucourt, Fliré. Le 15 août, nouvelle preuve
éclatante de ce changement radical qui s'était opéré en lui, Peggy entre dans une église pour écouter la messe. Mais oui, pour écouter la messe de l'Assomption célébrée par un prêtre, lui qui ne supportait pas les curés. Souvenez-vous de ce qu'il disait d'eux. Ils n'ont pas la foi, ou si peu. Comme ils ont l'administration des sacrements, ils laissent croire qu'il n'y a que les sacrements. Pamphlétaires et poètes, ils n'auraient jamais fait cela. Entrer dans une église pour assister à une messe. Soldat, il entre et reste jusqu'à la fin. Je vous dirai peut-être un jour, écrira-t-il à la sœur de Maritain, dans quelle paroisse j'ai entendu cette messe. Peut-être. Juste prudence. Ce jour, hélas, ne viendra pas. Le régiment se disperse ensuite dans des cantonnements, et la 19e compagnie, commandée par Peggy, est envoyée dans une ferme, dite ferme Sainte-Marie, non loin de la Moselle. Les Allemands étaient tout prêts. Ordre fut donné alors de reconnaître l'emplacement de ces avant-gardes. Peggy demanda des volontaires. 7 se présentent dont nous avons conservé les noms. Tarot, Jean, Tarot, Jérôme, qui raconteront leurs souvenirs dans plusieurs livres et entreront à l'Académie française. Lotte, Riby, Porcher, Baillet et Peslouan. Près de 40 ans plus tard, Daniel Halévy, le compagnon fidèle des cahiers de la quinzaine, essayiste et historien, membre de l'Institut, se rendra sur les lieux, dans les pas de son ami, accompagné de Peslouan, l'un des 7 de la 19e compagnie. Au détour d'un chemin, il eut la chance de rencontrer un certain Alfred Tellier, de son métier cultivateur propriétaire à Hiberny, village situé au lieu même des combats où Peggy tombera, car je pense que vous le savez tous, Peggy est mort au combat. Le 5 septembre 1914, la veille de la bataille de la Marne. Le vieil homme se tenait assis, à la paysanne, sur son cheval de labour. Halévy le questionna sans s'attendre à une telle réponse. « Peggy, si je l'ai connu, s'écria Tellier, c'était mon chef. » Et avec une vive émotion, malgré tant d'années passées, il raconta l'histoire de la patrouille. « Nous avons marché toute la nuit dans les bois. Au retour, Peggy nous a dit « Vous en avez assez fait. Ce soir, les autres monteront la garde, pas vous. Allez vous reposer. » Peggy était très proche de ces hommes avec lesquels il formait une étroite équipe, et il faisait tout pour eux. Ces hommes le lui rendaient bien d'ailleurs, et l'on peut véritablement parler de famille, tant l'affection les liait. Pour Tellier, Peggy faisait toujours partie de sa vie, et il était toujours là, à travers ses bois, ses champs et ses rivières. Peslouan lui demanda alors s'il savait ce qu'étaient devenus les 6 autres qui accompagnèrent Peggy. Le vieil homme hésita un instant, puis, de la main, fit un geste ample et vague. Ils sont rares, si rares, les survivants de l'infanterie des premiers jours. Tout au long de sa vie, écrira Tarot, on entendit le bruit de verre brisé des amitiés rompues. Heureuse dernière équipée, formée tout près du feu sacrifié dans le feu, disparue sans blessure. Dans les années 80, en août 1983, exactement, j'ai découvert à mon tour cette terre où tombèrent quelques-unes des premières victimes de l'atroce guerre de 14-18.
Difficile d'imaginer même ce qu'ont pu voir Daniela Lévy et Peslouan. La vie moderne a changé les paysages. Des machines agricoles sophistiquées ont remplacé le bon vieux cheval d'antan. De nouveaux villages sont sortis de terre, et aujourd'hui, m'a-t-on dit, des éoliennes se dressent dans le ciel. Mais j'ai retrouvé à l'époque le modeste calvaire qui se dresse toujours en plein champ, non loin de la D27, et qui rappelle qu'ici tomba Charles Péguy. Mais revenons à ce mois d'août 1914. Tout était encore calme sur le front mosellan. Quelques billets de Péguy, les 3 derniers à ma connaissance, ne parlent que de paix. Le 21, il écrit à Madame Favre. Cantonné dans une grande ferme rectangulaire au milieu des bois, nous sommes sans nouvelles du monde depuis 4 jours. Nous vivons dans une sorte de grande paix. Le 23, à ses enfants. Ici, une immense paix dans une grande ferme abandonnée. J'y commande en chef depuis mardi un peloton de 120 hommes. Nous sommes en petit poste en avant-garde au milieu des bois. Depuis une semaine, canonnade intermittente à 20-25 kilomètres. Aucune nouvelle. Mon dragon passe ses journées à faire des manilles. Je vous embrasse affectueusement. Votre Péguy. Enfin, du même jour, à sa mère. Rien de nouveau. Toujours la grande vie. Grosse canonnade à 20 ou 30 kilomètres. Toujours la grande vie. Toujours la grande paix. Il semble que Péguy ne pense plus à sa mort, ni d'aucune manière à la mort. Déjà, le voici plongé, comme il avait souhaité et écrit peu de semaines auparavant, plongé et enfoncé dans cette singulière joie secrète qu'il avait par avance analysée. Aussi, avec une sorte d'accomplissement, de couronnement, de plénitude d'humilité, et plus encore peut-être avec on ne sait quel goût et quelle réussite, et quelle plénitude d'anéantissement. Cette joie, pour secrète qu'elle fut, s'irradiait sur ces hommes, comme le rapporta Peslouan. Le 23 août au soir, Péguy reçut ordre de quitter la ferme Sainte-Marie. Le 276e, tout entier rassemblé, marcha vers un but inconnu, traversant des villages et des populations visiblement troublées. On ne savait pas grand-chose, mais des rumeurs couraient et alarmaient tout le monde. Il y avait eu, disait-on, de mauvaises batailles, et les Allemands avançaient promptement. Le 276e fut embarqué dans un train porté vers l'ouest. Ce transfert commençait la manœuvre qui, en moins de 2 semaines, retournerait la fortune. Joffre, vaincu en Belgique, formait sur sa gauche des armées intactes pour attaquer et surprendre le flanc des armées allemandes qui, apparemment victorieuses, descendaient vers Paris, où le peuple continuait à vaquer paisiblement à ses occupations, préférant ignorer l'avalanche des éditions spéciales et des bulletins exagérément optimistes, comme des rumeurs les plus inquiétantes. Péguy était de cette manœuvre. Le 28 août, le 276e fut débarqué quelque part en Picardie, où Joffre ordonna un premier essai d'offensive. Il s'agissait en fait de tâter l'armée allemande, et, s'il se pouvait, de l'entamer. Le 276e était de ce premier essai, et tout particulièrement la 19e compagnie, dont le commandement restait confié à Péguy. Comme on peut l'imaginer, le lieutenant Péguy
exalté par la rencontre du premier feu, le regard étincelant était dans un état second. Très vite, l'engagement fut rompu, et le général signala dans son ordre du jour, lu aux troupes le lendemain, la belle attitude de cette compagnie dirigée par un poète dont le nom n'est même pas mentionné, et sa retraite en ordre parfait sous la mitraille au combat du 30 août. Si la belle attitude, l'ordre parfait, rapporté par les autorités militaires, réjouissent Péguy, il ne déplore pas, bien au contraire, son anonymat. Quant à la retraite, ou plutôt le repli ordonné par Joffre, qui se fait dans le calme et l'ordre parfait, elle ne signifie pas l'arrêt des combats qui se poursuivent avec virulence jusqu'au coucher du soleil. Et après cela, les hommes fourbus allaient marcher, continuer à marcher dans la nuit, et presque jusqu'au jour, couvrant des lieux sans manger. Malgré leur courage, ils finissent par fléchir quelquefois. Mais Péguy est parmi eux, tout aussi épuisé, et va de l'un à l'autre pour les stimuler avec des mots simples venus du cœur. « Allons, allons, mes amis, il ne faut pas s'arrêter. Je vous promets que nous arrivons. Ah, moi aussi je suis éreinté et j'ai faim, mais je vous en prie, faites comme moi. » L'énergie de leur lieutenant est communicative, et chacun de reprendre sa route. À 4 heures du matin, la marche est suspendue. Victor Boudon, auteur de « En compagnie avec Charles Péguy », en campagne avec Charles Péguy plus précisément, et qui vécut ces moments éprouvants, rapporte dans son livre: Nous allons nous étendre sur la paille d'une grange, 200 hommes dans un espace pouvant en contenir tout au plus 100, et pour cela faut-il encore que des réfugiés occupant cet abri nous le cèdent. Une pauvre femme, avec de jeunes enfants, dont un au sein, sort de la grange. « Où allez-vous, madame ?» lui demande Péguy. « Mon Dieu, monsieur, il faut bien que ces pauvres gars se reposent. »« Ah, non pas, madame, lui répond-il, je ne permettrai pas que vous sortiez, vous ne trouveriez plus de place ailleurs. » Puis, s'adressant à nous, « Allez, mes amis, débrouillez-vous, il faut absolument que ces gens couchent là. » Et nous nous sommes débrouillés. Après un bref repos de 3 heures, les hommes repartirent sur la route, l'Allemand derrière eux, descendant sur Paris. Le 1er septembre, Péguy adresse à sa mère un bref billet. « Je vais bien, quelques fatigues, mais mon corps a retrouvé toute son ancienne robustesse. Je t'embrasse bien fidèlement. » Ce mot sera sans doute le dernier qu'il ait écrit. Le 12 septembre, le 276e atteignit Senlis. Dans la petite ville ceinturée de son enceinte gallo-romaine, brûlés de vastes magasins, non loin de sa belle cathédrale gothique, l'intendance détruisait ses dépôts de fourrage pour priver les Allemands de ce butin. Les hommes traversèrent la ville enfumée. Pas d'arrêt. L'ordre était de marcher, marcher encore et toujours. Les pieds semblaient s'enflammer un peu plus au fil de la journée, comme ces fourrages que les Allemands n'auront pas. On songe à la réflexion de Péguy se promenant pieds nus, au grand étonnement de madame Favre. « Ce qu'il faut leur donner de l'air, ils vont avoir beaucoup à travailler. » Et ils allaient continuer à travailler, avec ténacité. Si le corps et la tête des hommes faiblissaient,
leurs pieds, étonnamment vaillants, les portaient toujours sur les pavés comme sur la terre et l'herbe touffue des bois. Car les voici à présent dans la forêt qui commence non loin de Senlis. La destination reste la même, Paris. Paris, que le gouvernement français a cru plus prudent de quitter pour se réfugier à Bordeaux. Mais les hommes du 276e ont de plus en plus de mal à suivre ce rythme d'enfer. À chaque halte, ils se jettent par terre et s'endorment, et il faut les réveiller pour repartir. Péguy, qui n'est guère plus brillant que ses hommes, affecte une forme éblouissante et prend presque toujours un ton joyeux. « Debout, la 19e !» s'écrie Péguy. « La 19e !» fait une voix gouailleuse. « Il n'y en a plus !»« Tant que je serai là, réplique Péguy, il y aura une 19e !» Et Péguy repartit aussitôt, sans regarder en arrière. Et ses hommes se levèrent alors pour le suivre. Puis, soudain, apparut, au sortir du bois, à un carrefour, sur une petite route, un panneau routier qui redonna l'espoir à ces hommes exténués. Paris, 24 kilomètres. Le dénouement était donc proche. La guerre commençait ici, et ici, l'ennemi allait être stoppé, car il était impossible dans l'esprit de Péguy et de ses hommes que la capitale puisse être livrée. Le gouvernement qui avait fui Paris semblait bien moins optimiste. À ce carrefour même où la distance était marquée, le 276e fit halte et les compagnies reçurent l'ordre de cantonner dans les villages voisins. La 19e fut dirigée vers Saint-Witz, un village, ou plutôt disons un hameau, et une colline dont Péguy ignorait probablement le nom et qui était pourtant l'un des plus beaux sites d'Île-de-France. Tout en haut de cette colline se dressait une ruine médiévale où les éclaireurs allemands étaient montés le 30 août, et sur les pentes 3 chapelles dressant ogives et croix. Cette colline avait été l'objet d'un culte, d'un pèlerinage immémorial. C'est ce qu'apprit Péguy en installant ses hommes de la bouche même de l'abbé gardien du pèlerinage. Saint-Witz devait son nom à un martyr célèbre sous Dioclétien en 285. Lors de la Révolution, le monastère qui s'y trouvait avait été détruit et une statue de la Vierge vénérée par les pèlerins avait été cachée sous le foin dans une grange, sauvée ainsi du marteau, puis laissée dans cette grange devenue chapelle. Ces renseignements, rapportés par le vieux prêtre et mentionnés sur une pancarte fixée sur la porte, bouleversèrent Péguy, qui entra dans la chapelle avec une émotion qu'il avait du mal à dissimuler. Quelle simplicité! Les poutres de la grange étaient là, et sur les murs, le blanc de chaux. Tout semblait disposé pour convenir à son inspiration. La statue de la Vierge, charmante œuvre médiévale. Sur le mur, à gauche, un naïf étalage des instruments de la Passion, la croix, la lance, les marteaux et les clous. Au-dessous de l'étalage, une inscription qui les explique. Ces instruments de la Passion ont été sculptés dans le bois par un berger de la colline. On imagine que Péguy, âme incessamment remuée par des pressentiments, harcelée par des signes, discerna dans cet ensemble de rencontres un message. Non, il en était persuadé. Il n'y avait là rien de fortuit. Il ne pouvait rien y avoir de fortuit. Cette rencontre ne pouvait pas être le fruit d'un hasard. Cette halte en ce lieu ne pouvait être qu'un signe. Le pèlerin de Chartres était comblé.
La guerre se composait pour lui comme un immense pèlerinage au terme duquel il rencontrait la Vierge, logée dans la plus humble et la plus paysanne des demeures qu'elle habite en France, pour l'attendre et pour l'assister, lui et ses hommes, au seuil d'une épreuve décisive. Tous les éléments d'un nouveau poème que Péguy n'aura pas le temps d'écrire semblent ici rassemblés par une main invisible. Il cueillit des fleurs, les porta dans la grange consacrée, et le soir venu, ses hommes reposant en paix, il retourna dans la chapelle pour une nuit de prière. Les fleurs rassemblées et la prière nocturne nous sont relatées par Claude Casimir Perier. Fils de Jean Casimir Perier, président de la République en 1894, il était officier au 276e. Il rencontra Péguy, dont il était le cadet de 6 ans, qui le renseigna lui-même sur cette nuit mémorable. Claude Casimir Perier mourra au combat en 1915. Le 4, le régiment se regroupa, et les hommes se mirent à recoudre leurs boutons et à nettoyer leurs armes. Beaucoup de ces hommes vécurent alors leur dernière journée ménagère. Si cette journée du 4 fut en quelque sorte une journée de détente pour la troupe, pour les grands chefs, ce fut une journée de tension extrême. Gallieni, commandant Paris et ses armées, parmi lesquelles le 276e venait d'être rangé, s'était assuré que les Allemands, obliquant vers le sud, offraient leur flanc à l'attaque que Joffre méditait depuis 10 jours. L'instant de la décision était venu. Joffre, ayant écouté et pesé les avis, décida en cours d'après-midi qu'on attaquerait le 6 et dicta cet ordre du jour que les Français n'ont pas oublié. Le régiment tout entier était sous les armes, et il écouta en silence la lecture de l'ordre du jour dans une cour de ferme très proche de Saint-Witz. C'est là que Claude Casimir Perier et Péguy se rencontrèrent. J'ai parlé pour la dernière fois à Péguy dans la cour d'une ferme à Weimar, écrit celui-ci. Si j'en réchappe, je retournerai là-bas. Il semblait pressentir sa fin glorieuse. Tous ceux qui l'ont approché l'ont senti comme moi. Le 5 au matin, le 276e se mit en route. Vers 2 heures de l'après-midi, à hauteur de Villeroy, les hommes se penchèrent sur la margelle d'un vieux puits rustique, le puits de Rebecca, le puits de la Samaritaine, surgi du fond des âges dans un herbage d'Île-de-France. Ils descendirent le seau, le remontèrent et commencèrent à se désaltérer avec cette eau fraîche et vivifiante. Le lieutenant Péguy, dit Ratellier, a bu ici sa dernière eau. La halte fut longue. Puis on repartit aux environs de 5 heures et l'on s'arrêta derrière un talus. Qu'y avait-il au-delà? Le feu et la mitraille, et son ardeur dévorera les faits en même temps que les hommes, et troublera chez les survivants la faculté même du souvenir. Difficile en effet de savoir ce qui se passa vraiment. Victor Boudon parle dans son livre d'un officier d'état-major accourant au galop et intimant l'ordre au capitaine Guérin de jeter ses hommes dans le feu. Il nous montre aussi le lieutenant Péguy debout sous la mitraille, encourageant ses hommes par des « Tirez, nom de Dieu !» Ce qui est certain, c'est qu'aucun de ceux qui combattaient aux côtés de Péguy ne survécurent. Le lendemain, le commandant Dufestre,
droit venu du Maroc pour organiser la relève du 276e décimé, nota qu'aucune trace de blessure n'apparaissait sur le corps des hommes couchés là, en tirailleurs, à larges intervalles, ce qui démontrait que les balles avaient dû porter en plein corps. Le sang, depuis longtemps coagulé, n'apparaissait pas sur le bleu foncé des capotes, sur la garance des pantalons. Non, les spectacles n'avaient rien de macabre. Il s'approcha alors du premier de la ligne, le chef de section, un lieutenant, tombé à sa place réglementaire, alors qu'il menait ses hommes à l'attaque. Voici ce qu'il rapporta dans un article que le Figaro publiera le 8 novembre 1932. Je l'examine avec un soin particulier, minutieusement, pieusement. C'est un petit homme d'apparence chétive à côté de son voisin au type de colosse. Il est couché sur le ventre, le bras gauche replié sur la tête. Ses traits, que je vois de profil, sont fins et réguliers, encadrés d'une barbe broussailleuse, teintée de blond, mais paraissant grisâtre du fait de la poussière. Car il est jeune encore, 35 à 40 ans tout au plus. L'expression du visage est d'un calme infini. Lui aussi paraît plongé dans un profond sommeil. À son annuaire gauche, une alliance. Je me penche sur la plaque d'identité. Peggy. Il s'appelait Peggy. Ce nom ne me dit à ce moment absolument rien, car je suis à 1000 lieues par la pensée des cahiers de la quinzaine, du poète de Jeanne d'Arc et de toute littérature. Avant de partir, je repère toutefois sur la carte le point où est tombé ce camarade inconnu, le premier que je rencontre couché dans un champ de bataille. C'est très sensiblement celui que l'on voit marqué par la queue de l'Y du mot Villeroy. Je note sommairement tous ces détails sur mon carnet de guerre. Ainsi, le commandant du Festre, regardant avec des yeux non avertis les hommes de la 19e compagnie étendus comme ils étaient tombés, a vu et aussitôt noté sur son carnet la saisissante image matérielle de la vision lyrique qui, quelques 12 mois auparavant, avait inspiré Charles Péguy. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Je vous remercie.